Bonjour. Alors, je suis le petit-fils d'Antoine, qui était le fondateur de Cana SA, et le fils de Christian, qui, avec mon grand-père, a créé les premières chaussures vulcanisées, donc le pionnier, qui a d'ailleurs été créé avant même le pâte-au-gaz. Nous sommes au début des années 1940. Antoine Canat, votre grand-père, quitte l'univers du chapeau à Cuisa Esperaza. Mais pourquoi est-il venu s'installer à Chalabre? Alors, mon grand-père me l'a jamais expliqué, mais donc quand il a quitté Cuisa, quand il y a eu cette faillite d'ailleurs de Cana-la-Chapelle, qui a coûté très cher à mon grand-père d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il a tout vendu, les voitures, etc. Il est revenu s'installer à Chalabre, mais qu'il n'avait pas envie de rester à Cuisa, où il a vu cette affaire malheureuse, où il avait été escroqué d'ailleurs par son associé de la Chapelle. C'est une des raisons de la fermeture. Alors, il y a eu deux raisons de la fermeture. D'abord, après la crise des années 30, une partie de la chapellerie, des chapeaux se vendaient beaucoup moins bien, parce que 40% des chapeaux partaient aux États-Unis. Donc c'était une production qui était énorme, hein. Il y a eu plus de 1000 salariés. Le premier déclin, c'est qu'évidemment, avec la crise des années 30, beaucoup moins de chapeaux sont vendus, surtout aux États-Unis. L'associé de mon grand-père avait signé des lettres de crédit qui étaient avalisées par la société sans que mon grand-père soit au courant. Et ça a été des sommes extrêmement importantes. Donc mon grand-père a dû payer tout ça, d'où du coup la fermeture de Canal-la-Chapelle. Mais comme mon grand-père est un homme d'action, il avait des idées. Il a pensé que dans la chaussure, il y avait quelque chose à faire. 1943. Antoine Canat apporte à la chaussure un certain confort avec des semelles en bois munies d'articulations. Tiens donc. Oui, des semelles en bois articulées. Et puis déjà, sur des récupérations de caoutchouc, des premières semelles en caoutchouc qui étaient cousues à l'époque, hein. Et puis, il faut se dire que c'était pendant la guerre, donc il y a eu quand même de la récupération de matériaux. On ne trouvait pas ce qu'on voulait, donc mon père et mon grand-père m'ont raconté quand même très souvent que pour fabriquer les chaussures à l'époque, on récupérait ce qu'on pouvait comme matériaux. Il fallait être assez créatif pour... C'était donc les années 39-40, pendant toutes les années de guerre jusqu'à 44. Les petits ateliers dans le village vont laisser place enfin à une usine qui sort de terre. L'usine sort de terre à ce moment-là. Déjà, il y a cette idée parce que mon père, qui était chimiste, avait compris qu'il y avait un moyen d'utiliser le caoutchouc dans des conditions beaucoup plus intelligentes. C'est-à-dire que ce caoutchouc naturel qui était mélangé avec différentes poudres chimiques pour le rendre vulcanisable à la cuisson, mon père avait compris qu'on pouvait, en mettant ces semelles à chaud autour d'une tige, en la compressant avec un moule chauffé, préchauffé, etc., avec une assez forte pression, qu'on pouvait arriver à vulcaniser le caoutchouc sur des tiges, qu'elles soient en cuir, alors il fallait les carder, ou en toile. À cette époque-là, le caoutchouc provient d'Asie, Inde, Vietnam, Laos, et par bateau à l'état brut directement. Il arrivait en balle du caoutchouc naturel. Alors il y avait un bâtiment entier pour le stock de caoutchouc qui servait au stock de caoutchouc et tous les produits qui servaient qu'il fallait rajouter dans ce caoutchouc naturel. Donc ce caoutchouc, ces balles étaient découpées et elles passaient dans une espèce un petit laminoir. C'était surtout pour mélanger le caoutchouc naturel avec cette poudre. Donc ces cylindres étaient chauffés, le caoutchouc passé dans ces cylindres était compressé et repassé jusqu'à ce que le mélange soit totalement homogène et qu'on obtienne l'épaisseur que l'on voulait pour les semelles, ce qu'on appelait une première. Donc ça ressemblait à une ébauche. Cette ébauche était assez souple, elle était maintenue en température justement dans des étuves. La tige de la chaussure était montée sur un pied artificiel, hein, sur une demi-jambe artificielle, qui elle-même était chauffée. Jean-Pierre, pendant votre enfance, est-ce que vous étiez curieux de ce qui se passait à l'usine? Mais racontez-moi. Ah non, alors tout de suite, dès qu'on avait 4 ou 5 ans, mon grand-père nous avait amenés pour visiter l'usine avec mon père. Et on était très fiers avec mon cousin qui a le même âge, Patrick, de pouvoir visiter l'usine, voir ça. Et puis alors après, quand j'ai eu 7, 8 ans, 10 ans, dès que je revenais de pension, parce que je rentrais qu'une fois par mois, et c'était le week-end, quand c'était pas le week-end, quand c'était les vacances, mon plaisir était d'aller à l'usine, d'aller voir un peu les ouvriers, je connaissais tout le monde. Et mon plus grand plaisir, c'est la mécanique. C'est-à-dire que j'allais voir, il y avait une trentaine d'ouvriers, tous spécialisés, hein, des ouvriers fraiseurs, rectifieurs, il y avait toutes les machines pour faire les moules. Donc il y avait également quelqu'un qui était capable de faire les modèles. Ces modèles étaient faits en plâtre. Hein, donc il y avait quelqu'un qui était un modéliste, hein, qui, à partir de dessins, sortait un modèle
qui devait s'adapter aux formes des chaussures, hein, donc c'était très très précis. Une fois que le modèle était accepté, y compris avec la structure de la semelle, hein, puisque c'était des semelles avec des crampons, enfin, donc comme on le voyait, comme sur les pâtes au gaz, hein, les pionniers c'est ça. Tous ces moules étaient faits en plâtre, y compris les côtés, le piston, et partie de la demi-jambe. Et donc tout ça était en aluminium, bien sûr, c'est pour ça qu'il y avait une fonderie, et les moules étaient faits à partir de ces premiers en plâtre. Pensiez-vous qu'un jour lointain, vous seriez vous-même le grand patron de ces établissements? Alors ça me passait au-dessus complètement à l'époque, mais je pensais que tôt ou tard, comme je m'y investirais, aux côtés de mon père, mon grand-père est décédé malheureusement très jeune, j'avais 10 ans. Hein. Je savais que à la fin de mes études, je ne viendrais pas le rejoindre directement. Il fallait que j'aille un petit peu de mes propres, voler de mes propres ailes un peu ailleurs. Christian Canat, votre père était chimiste de formation. Il a créé des inventions, des innovations. Pouvez-vous m'en dire plus au sujet des patins de char militaires, des roulettes de skateboard et jusqu'à une voiture électrique? Oui, alors surtout ce qui a été les inventions de mon père, mais donc sur les patins de char en particulier, c'est vrai que mon père avait été très reconnu comme chercheur par Dupont-de-Nemours. Il était conseiller pour les polyuréthanes et pour tous les matériaux nouveaux chez Dupont-de-Nemours. Et donc quand il a eu l'idée qu'à partir d'un polyuréthane qui était transformé avec d'autres molécules, qu'on arrivait à avoir un produit qui était plus résistant que le caoutchouc, qui avait une meilleure élasticité, qui était beaucoup plus résistant à l'abrasion. Donc grâce à Dupont-de-Nemours, on a pu faire tester et homologuer finalement par le Tank Command aux États-Unis ce patin de char. Et ensuite, malheureusement, pour le produire, il aurait fallu, on était en pré-série industrielle, mais on était capable d'en faire quelques centaines par semaine ou par mois. Il aurait fallu en faire quelques milliers. Donc pour les patins de char aux États-Unis, pour le Tank Command. Oui, on a été reçus donc à Washington. Oui, j'en faisais partie. Et donc ensuite, ils nous ont invités justement au Tank Command pour voir toute la direction de l'armée pour nos patins de char. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il aurait fallu continuer à investir pour pouvoir les produire en série d'une façon tout à fait industrielle, alors que là, on était dans une phase de pré-industrialisation. Les prototypes étaient sortis, puisque pour être homologués, il fallait qu'on soit déjà en pré-série industrielle. Et donc, bien sûr, le Tank Command nous demandait comment on serait capable d'en produire à leur demande pour des milliers, etc. Il aurait fallu investir à nouveau dans des machines qui n'étaient plus des machines de pré-série, qui étaient des machines de fabrication en série. On n'a pas eu les finances ni les aides de l'État pour pouvoir faire ça. Et donc, un fiasco. Oui, un fiasco parce que ce produit était absolument formidable. Et c'était très dommage qu'on ne puisse pas, ni commercialement, ni industriellement, continuer à promouvoir ces produits. Ah non, là, quand même, les roues de skateboard, mon père avait été un innovateur à cette époque-là, parce qu'il s'est rendu compte que les premiers skateboards, les roues étaient pas très performantes parce qu'elles étaient dans des plastiques très très durs, donc extrêmement glissantes. Donc il a proposé justement des élastomères qui étaient beaucoup plus performants, qui étaient justement des dérivés des patins de char, des produits dérivés des patins de char en couleur, etc. Et qu'on a commencé à vendre à une entreprise italienne. C'était les tout débuts du skateboard, donc ça partait à fond. Donc là, on arrivait à les produire en série. Et puis cette entreprise italienne a fait faillite. Et là aussi, il aurait fallu retrouver d'autres clients, il aurait fallu être aidé à nouveau, ben ça aussi, donc du coup, ça s'est arrêté. Parlez-moi de ce projet de voiture électrique, car Peugeot, déjà en 1943, sous l'occupation, lançait déjà une révolution avec la VLV. Qu'est-ce que votre père avait en tête? Mon père était à la fois ingénieur chimiste, mais il était en même temps, sur le plan mécanique, très, très inventif, et sur tout ce qui concernait l'hydraulique, etc. Il était absolument persuadé que les moteurs à combustion, ça finirait par avoir une fin, sauf pour les gros engins, parce que là, il y avait la puissance et le couple qu'il fallait, mais que pour l'automobile, on arriverait à avoir des choses beaucoup plus performantes, en particulier avec des moteurs électriques, ou finalement avec une combinaison d'électrique et d'hybride. Donc, Ah, il était bien visionnaire. ah oui, tout à fait. Alors, ce fameux casque moto, il a été homologué après de nombreuses étapes de réajustement. Quel est le pouvoir politique ou financier? Finalement, quel est le grain de sable qui a détruit
la carrière d'un casque Canat? Mais le grain de sable, alors d'abord le casque n'a capoté que pour des raisons commerciales, hein, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, quand innover sur un produit c'est une chose, le faire homologuer est une chose, ça a été un projet qui a pris énormément de temps et beaucoup d'argent, parce que non seulement il faut investir dans des moules, il faut investir dans une machine à injecter qui n'avait rien à voir avec le matériel qu'on avait déjà là, et ensuite commercialiser. Donc j'avais aidé mon père au départ en disant, j'ai réussi à avoir une liste de tous les magasins de motos, donc tous ceux qui vendent des motos, on va faire un mailing pour présenter ce casque. Mais ensuite, il aurait fallu avoir une équipe commerciale pour visiter. Ça, c'était ce qu'on appelle au départ une sensibilisation d'un réseau, mais ensuite, il faut aller voir ces gens-là qui ont d'autres habitudes et qui ne vous attendent pas. Donc, il faut avoir la puissance commerciale. Donc là, c'est toujours pareil, il faut à nouveau investir. Donc là aussi, même sur ce projet, mon père n'a pas été suivi, alors qu'on a eu une demande au départ de quelques magasins qui étaient absolument ravis de ce casque et qui nous en commandaient, mais on n'avait pas réussi à obtenir assez de commandes pour... Et vous aviez une pièce maîtresse avec ce casque en la personne de Jean-Pierre Beltoise, le célèbre champion entre autres de Formule 1. À l'époque, vous étiez aussi associé dans la presse avec le journal VSD. Oui, absolument. Donc non seulement je connaissais Jean-Pierre Beltoise grâce à VSD, mais mon cousin Patrick Lalande, qui a le même âge que moi, était le directeur commercial du Paul Ricard. Oui, le circuit. Du circuit Paul Ricard. Donc il connaissait un peu tous les coureurs, puis on avait sympathisé avec Jean-Pierre Beltoise. Et Jean-Pierre avait dit, c'est une superbe idée, moi je vais vous aider, je suis quand même très connu dans le monde de la moto, hein, puisque avant d'être champion automobile, il était champion de moto. Donc voilà, c'était aussi une assez belle histoire, mais bon. Jean-Louis Frère a été à la conception du moule, à la production du casque. Alors, c'est pas lui qui les a produits, c'est lui qui nous a fait le prototype. À partir de ce prototype, on a fait fabriquer un moule. C'est des moules haute pression, donc c'est des pièces énormes, hein, pour pouvoir résister à la pression d'injection. Mais c'était un garçon très doué, très sympathique, parce que vous avez vu, ce casque a une forme qui est quand même... Après des mois de recherche, que dis-je, beaucoup plus longtemps que cela, je suis enfin fier de tenir dans les mains le fameux casque Canat, qui à l'époque avait été fabriqué à près de 5000 exemplaires. Un grain de sable a fait que le projet a capoté, et c'était bien dommage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des petites rainures là qui ne plaisaient pas, et hélas, le projet a été abandonné. Et quel dommage. C'était à l'époque où le casque devenait obligatoire pour les motocyclettes, les motos et tout le reste. Une époque. Mais enfin, écoutez, je suis fier de le tenir et de vous le présenter. Le casque Canat, voilà. C'était les premiers casques, hein, on n'était pas dans les casques sophistiqués qu'on voit aujourd'hui. Donc il y avait des casques qui étaient des casques relativement simples à l'époque, ou des casques d'importation américains. Donc nous, ce qu'on a travaillé, c'était justement d'avoir un design qui nous permettait de nous démarquer par rapport à ce qui existait. Frère nous avait fait des projets, à partir de ce casque, de faire un intégral. Il aurait fallu faire un autre moule. Et comme on n'avait pas réussi commercialement à mettre en place une force commerciale suffisante pour pouvoir continuer à bien le vendre, malheureusement, ce projet aussi s'est arrêté. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2021. Et si c'était à refaire? Si vous étiez aux commandes, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous amélioreriez? Je pense qu'avec mon père, et surtout compte tenu de son esprit inventif, on est toujours allé assez vite pour créer des choses en pensant qu'on serait aidé parce qu'il y avait quand même des instances qui étaient là pour ça, hein, pour tous des outils d'innovation, etc. À partir du moment où on avait des produits qui étaient homologués et qui plaisaient, qu'on serait aidé par la région, par les différentes instances qui étaient prévues pour ça, pour produire. Donc ce que je ne referai pas, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, et avec l'expérience que j'ai, il faut toujours apprendre quand même des échecs qu'on a, puisque il faut quand même considérer que c'est des échecs, c'est qu'il faut toujours avoir un plan d'ensemble en disant ça va coûter tant pour innover, ça va coûter tant pour la préindustrialisation. Si tout commence si on voit poindre la difficulté, il faut avoir prévu quels seront les coûts de commercialisation, de publicité, de force sur le terrain. Il n'y avait pas Internet encore à l'époque, mais donc d'avoir un plan complet en disant il ne suffit pas de créer et de faire homologuer des produits, et même s'ils ont un certain succès, il faut absolument avoir prévu ce financement et donc travailler avec des partenaires banquiers qui sont capables d'accepter ça. À l'époque, l'industrie faisait peur à tout le monde. Il y avait un manque de confiance. Alors surtout, l'activité de la chaussure n'intéressait personne. Et quand mon père s'était mis à innover, on considérait toujours qu'il y avait des gens beaucoup plus puissants et que donc que c'était des chimères et que
c'était pas finançable. Nous, on s'est un petit peu trouvé délaissés, donc on a dit, on va pas continuer à se vendre pour des chimères. Mais donc aujourd'hui, sur la question que vous me posiez, ça veut dire qu'on n'avait pas tout bien prévu pour pouvoir... Et nous, de notre côté, parce qu'il faut quand même savoir reconnaître aussi ses faiblesses et les échecs, parce qu'à une époque, dès qu'on avait un produit qui était bien et qui marchait bien, et puis les banques nous suivaient. Donc à l'époque, au tout début, mon père et mon grand-père ont été vraiment suivis par les banques. Puis après, tout a changé au moment d'ailleurs où il y a eu vraiment les banques qui se mettaient à travailler très différemment de ce qu'elles faisaient à l'époque. La relation institut-personnée entre un industriel et une banque s'est mise à ne plus exister. Donc on est rentré dans des instances beaucoup plus froides où on regarde votre projet, vous ne savez pas qui le juge, vous ne savez pas qui l'analyse, puis finalement personne ne veut s'y intéresser parce qu'on trouve que c'est trop risqué. À l'époque de mon père et de mon grand-père, mais déjà moi ça commençait à se transformer totalement. Toutes les petites banques régionales, Courtois, machin, la Marseillaise de Crédit, tout ça, ça disparaissait un peu. Et donc la relation entre un industriel et sa banque n'existait plus. Tout était jugé ailleurs, à la région, à Paris. Et donc, ce que faisait un industriel local, surtout à Chalabre, qui était un peu inégal et tout, mais on nous le disait tout le temps, on disait oui, mais vous comprenez, finalement, vous êtes isolé de tout, même pour le transport, même pour les approvisionnements. Il n'y avait plus la voie ferrée qui s'est arrêtée à un moment donné. Vous êtes trop loin de tout, donc c'est pas commode. Donc finalement, c'était un élément de plus pour dire, vous êtes tellement excentré, on ne pense pas que vous allez réussir, quoi. Ils ne le disaient pas comme ça, mais c'était quand même la réalité.